Tu vas voir que rapidement, tu prends le beat. Ceci dit, c'est important de s'entourer, c'est important de demander de l'aide. Je pense que c'est un message principal. La réponse principale à ta question, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide à un senior ou un patron. Puis comme, t'es pas supposé tout savoir R1 jour 1. Là. Vraiment pas. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Ici Karianne Driade, une des co-animatrices. On se retrouve aujourd'hui avec Olivier Grimard. Vous le connaissez probablement, en fait, vous connaissez probablement sa voix parce que c'est un des co-animateurs du podcast Café des spécialités. C'est aussi un résident en neurologie à l'Université de Sherbrooke. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu là, des petits trucs qu'il peut nous donner en tant que résident senior dans sa spécialité pour les futurs résidents. Alors, salut Olivier, écoute, moi je te connais super bien, mais si tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent un peu moins. Absolument. Pour les nouveaux du podcast, parce que je suis comme un OG, c'est pourquoi j'ai mon petit micro rouge pour ceux qui le regardent en visuel. Mais oui, moi je suis Olivier Grimard, R3. Hey, la semaine prochaine, je suis R4 en neurologie à l'Université de Sherbrooke, comme tu as si bien dit. Là, je suis en stage de neuropédiatrie. Fait que je fais encore des stages un peu ectopiques là, en tant que tel. Je reviens donc à Sherbrooke pour mes stages de senior. J'arrive senior en neurologie. Donc, beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils, effectivement, de voir. Bon, écoutez, Olivier, on va commencer un petit peu dans le vif du sujet. Là. C'est sûr que toi, tu t'arrives pour étant résident senior. Tu as quand même passé comme étant un résident junior. Est-ce que tu te rappelles un petit peu comment tu te sentais là, une semaine avant de rentrer à la résidence? Est-ce que c'est quoi qu'on fait là, une semaine avant de rentrer? C'est comment qu'on doit se sentir? Est-ce qu'on doit faire des trucs spéciaux ou c'est quoi les trucs que tu pourrais me donner? Ben, en fait, c'est sûr, ça dépend de la spécialité. D'abord, une semaine avant, j'espère que vous êtes comme encore en voyage ou comme que vous êtes encore en train d'en profiter de votre fin de médecine, parce que c'est important de profiter de votre fin de médecine. Puis qu'après ça, les choses plus sérieuses commencent en bout de ligne. Tu sais, la résidence, c'est comme, vous allez voir, c'est comme plein de nouvelles responsabilités. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu es encore en situation d'apprentissage. Tu es là, oui, pour... Là, tu as des pouvoirs maintenant de prescription, de supervision, même auprès des externes. Puis tu prends une place plus haute un peu dans la chaîne alimentaire qui est la hiérarchie de l'hôpital. Mais vous allez voir que vous êtes encore supposé en train d'apprendre. Fait que moi, je vous dirais, la semaine avant, ce que je suggère, c'est de... Hey, c'est ton été, là, profite du petit moment que tu as entre la fin de ta médecine et le début de ta résidence. Puis là, dans les jours avant, je dirais, je sais pas, comme ça sert à rien de penser, d'étudier pour ton stage, parce que souvent, R1, puis on va y revenir, t'es même pas dans ton stage, ou des fois tu commences un peu dans ta spécialité, puis rapidement, tu pars de ta spécialité, puis tu vas aller chercher des atouts qui vont te servir dans ta spécialité plus tard. Fait que R1, c'est un moment où comme c'est presque la continuité de l'externat, puis tu es là pour apprendre, puis te former en tant que futur spécialiste dans ta spécialité. Voilà. Puis, mettons, là, justement, tu parlais, je pense que R1, dans plusieurs spécialités, on aurait des stages qui font pas vraiment partie de notre spécialité. Comment tu te prépares, justement, pour ces stages-là? Est-ce que les attentes étaient différentes, du moins pour toi, par rapport à ces stages un petit peu ectopiques, ou c'était comme... Ouais. Mais je pense que, tu sais, il y a comme vraiment deux catégories, là. Il y a la médecine interne, qui, eux, rentrent... La médecine interne, j'ai beaucoup d'amis en médecine interne, là. C'est littéralement la continuité de l'externat, en ce sens que tu fais plein de stages. Maintenant, plus restreints en médecine interne, mais tu fais pneumocardio, endocrino, infectio, rhumato, etc. Fait que tu fais vraiment... Tu continues, là, finalement, mais cette fois-ci, t'es rendu résident. Fait que ça, c'est bien parce que tu te formes, puis tu as un autre COMS plus tard, mais R1, dans la plupart des spécialités, tu commences des fois 1 ou 2 mois où tu vas faire dans ton année 1 ou 2 mois, puis après ça, comme tu as dit, on fait d'autres affaires. Fait que c'est extrêmement important de faire les autres stages et de t'appliquer dans les autres stages parce que d'abord, tu ne les feras plus jamais de ta vie. Et c'est des domaines qui ont été choisis par les directeurs de programme, et ça partout au Canada, comme pertinents à ta formation en tant que futur spécialiste dans ce domaine. Par exemple, tu parles de mon expérience personnelle. En neurologie,
Nous, on fait de la cardio, hyper pertinent, R1. Il y a beaucoup de liens entre les deux. La rhumato, beaucoup de maladies inflammatoires peuvent atteindre, bien sûr, le système neurologique. Neurochirurgie, il y avait un hémato-onco, les complications hémato-oncologiques peuvent atteindre le système nerveux aussi. Il y avait différentes choses comme ça. Psychiatrie, beaucoup de comorbidité, psychiatrie, neurologie. Fait que vous voyez, il y a toujours des liens entre les stages qu'on fait R1 puis les stages qu'on fait en bout de ligne, la spécialité qu'on devient. Puis je pense que c'est important de s'y appliquer puis d'étudier un peu. Ceci dit, clairement, les attentes. Puis les patrons le savent, hein, que tu es un résident en neurologie dans ce cas-là. Ils savent que tu n'es pas un futur résident de psy, tu n'es pas un futur psychiatre. Fait qu'ils sont là pour. Puis souvent, vous allez voir, là, ils vont essayer de te trouver les cas qui peuvent être soit neurologiques ou psychiatriques. Ou les cas de cardio qui, en plus, ont fait un AVC quand tu es dans le stage en cardio. Ou des affaires de. Puis en infectio, c'était ça aussi, là, comme moi, je voyais les méningites plus que comme les cellulites du pied droit, là, donc c'était peu pertinent pour moi. Fait que, les patrons, ils savent, puis ils vont comme un peu switcher ton exposition, souvent. Tu peux même demander, là, il y a un cas de méningite, j'aimerais ça aller le voir, tu sais. Fait que, puis c'est super pertinent pour plus tard. Puis tu peux amener ça comme rendu à R2, t'es comme, hey, moi j'ai vu ce cas-là dans telle spécialité, voici comment il le manageait. Puis ça peut être vraiment intéressant. Mais les patrons, ils s'attendent pas à ce que tu gères tout seul R1, puis dans un ectopique. Quand tu es dans un stage ectopique, tu es ectopique. Fait que tu es là pour apprendre, puis juste make the most out of it. Puis t'es pas supposé là, être sharp comme un résident de med interne qui fait son stage d'infectio. Non, toi, tu es un ectopique, tu viens apprendre tout ce que tu peux rechercher en neurologie, par exemple, là, plus tard. Tu comprends? Fait que, puis les attentes, ils sont là aussi pour les patrons. Fait que, voilà. Puis, mettons, là, tantôt, tu as parlé un petit peu de la grosse différence là, pour le médecine interne. Puis souvent, R1, c'est une continuité de l'externat, sauf qu'il y a un gros bémol à mettre, dans le sens qu'en R1, tu peux prescrire et tuer des gardes. Oui. Des fois, tu dois gérer tout ce stress-là. Je pense que pour beaucoup de gens qui rentrent à la résidence, c'est quelque chose qui est ultra stressant. Là. Moi, pour avoir été de garde avec des résidents, puis j'étais comme, oh my God, genre, l'année prochaine, c'est moi. Fait qu'est-ce que tu as des trucs, justement, pour les gens qui, le week-end prochain, ou plutôt lui d'après, ils vont être résidents, puis ils vont être de garde, puis ils pourront prescrire. Puis ils seront dans un stage même un stage tout court, parce que là, tu viens de commencer. C'est quoi un truc que tu donnerais? Ben absolument. Tu sais, je pense que R1, c'est impossible que tu saches tout dès le début. Puis là, c'est là que rentrent, entre autres, les résidents seniors. Fait que, tu sais, les résidents seniors de ta spécialité, d'abord, quand tu es en médecine interne, ce qui va être la majorité de nos auditeurs, là, il y a beaucoup de médecins de famille, bien entendu, qui sont nos auditeurs, mais dans les spécialités, il y a beaucoup de gens qui vont en médecine interne. Puis tu es souvent, dans la plupart des universités, je pense, couvert par un senior aussi. Fait que tu n'es jamais tout seul de garde. Il y a des gens aux soins intensifs de ton hôpital aussi qui vont être capables de répondre. Fait que va chercher le numéro des gens aux soins intensifs, le numéro de cell, puis comme l'R3 qui, lui, est sharp. Puis comme tu peux y te poser des questions pendant la nuit, là, si tu sais pas. Mais là, il y a un patient qui m'inquiète, demande-moi. Fait que je pense que... aide-moi, en fait. Puis tu sais, je pense que... Puis un bon résident senior, en fait, peut prendre les devants même pour dire « Hey, moi, je suis là ce soir. Voici mon numéro. Texte-moi s'il y a quoi que ce soit quand tu es de garde à l'étage. » Tu sais, puis je pense que c'est le cas dans toutes les spécialités, en fait. Là. Moi, ça a commencé à R2, mes gardes en neuro, par exemple. Là, mais c'est un peu le même principe que les gardes R1 dans n'importe quelle surspécialité, dans le sens que moi, R2, j'ai commencé avec les gardes en neuro. Puis là, ma première garde, j'ai texté ma R4 pour dire genre, là, il y a telle situation, puis je sais pas quoi faire, mais j'ose pas appeler le patron parce que je trouvais ça niaiseux. Là, finalement, elle m'a donné des conseils, mais en bout de ligne, elle a dit non, mais appelle le patron, c'est correct aussi. Fait que s'il n'y a pas de résident senior qui te couvre, les patrons sont là pour ça, puis ils savent que comme t'es nouveau, fait que c'est correct de demander. Puis au début, révise tes cas, t'es pas certain. Puis tu vas voir que sur les gardes, c'est toujours un peu les mêmes cas qui reviennent. En médecine interne, il y a beaucoup d'insuffisance respiratoire, douleur thoracique, désaturation, douleur X quelque part. En chirurgie, je pense qu'il y a des saignements, il y a toutes sortes d'affaires. Puis c'est tout un peu les mêmes cas. Fait que quand tu commences à te faire une banque de cas, tu deviens de plus en plus à l'aise sur ta garde. Puis là, ce cas-là, il ressemble à l'autre. Voici comment le patron ou le senior m'avait dit de le gérer l'autre fois. On va gérer un peu de même. Il y a toujours des particularités à chacun des cas. Là. Chaque cas est unique, mais quand même, tu commences à faire des patterns. Fait que
tu vas voir que rapidement, tu prends le beat. Ceci dit, c'est important de s'entourer, c'est important de demander de l'aide. Je pense que c'est un message principal. La réponse principale à ta question, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide à un senior ou un patron. Puis comme, t'es pas supposé tout savoir R1 jour 1, là. Vraiment pas. Puis, dernier petit conseil, c'est les bonnes applications sur ton cell. Fait que les Inès, pour les prescriptions, là. Fait que Inès, UpToDate, les médicaments vos protocoles locaux d'antibiotiques ou whatever. Je pense que c'est très important parce que tu as toutes les doses là-dessus. Si tu sais pas les doses, appelle le pharmacien puis il va te le dire. Lui, les doses, il sait. Fait que, tu sais, aide-toi avec les gens autour de toi. T'es pas tout seul. C'est pas vrai que quand tu es de garde, tu es tout seul. Il y a d'autres gens qui sont disponibles autour de toi. Voilà. Puis là, mettons, juste pour faire un petit résumé, quand tu parles des gens qui sont disponibles, ben là, justement, on a le pharmacien qui t'a parlé, qu'on a eu un épisode aussi avec le pharmacien qui disait lui aussi là, que quand les résidents l'appelaient, il était super content d'être là pour les aider. Fait qu'il y a aussi les résidents seniors. Il y a le patron, c'est sûr que tu peux toujours le contacter. Puis c'est aussi de mettre nos attentes un petit peu... à la norme, comme normaliser aussi les attentes qu'on a par rapport à nous, là. Tu sais, on est petit correct de pas tout savoir, là, mais de réviser les cas aussi un petit peu en entrée de jeu. Moi, je me questionne, est-ce que, tu sais, mettons, je suis là en ce moment, je suis externe junior, toi, t'es, résident senior. Tu sais, on voit qu'il y a une certaine, en tout cas, moi, juste dans ma première année d'externat, au niveau de mes connaissances, j'ai vraiment une progression, mais veux pas, tu sais, au début de l'externat, je vais parler pour moi, tu sais, j'ai pas trouvé ça tout le temps facile, tu sais, je trouvais que c'était difficile et tout. Est-ce que tu sens que la marche entre Med 4 puis quatrième année de médecine puis R1, c'est une marche qui était difficile à franchir pour toi ou c'était comme Med 3, Med 4? C'est comment t'as vu toi cette progression-là puis au fil, mettons, de résidence junior et résidence senior? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je pense que la marche entre externe et R1, elle est challengeante parce qu'il y a plein de nouvelles responsabilités qui viennent avec. Puis il y a les gardes, puis c'est des nouvelles affaires. Puis là, tu as des responsabilités, c'est ça. Puis là, t'es comme. Des fois, les infirmières, ils t'appellent. Puis là, ils veulent savoir ce que tu vas faire. Puis normalement, tu es d'habitude de faire comme, je sais pas, je vais en parler à mon patron, mais là, c'est parce que c'est toi qu'il faut qu'il prenne une décision live, tu sais. Fait que c'est challengeant, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul. Fait que je reviens à ma réponse d'avant. Maintenant, de la marche de junior à senior, je pense que ça se fait tellement naturellement. Les programmes en neurologie, pas juste en neurologie, mais les programmes de résidence sont bien faits. Je pense que c'est exactement comme tu dis. Quand tu commences, tu es comme clueless. Puis là, plus tu avances, plus tu prends des aises. Tu sais, moi, je dirais que maintenant, en neurologie, je suis très bon avec toute la bread and butter de neurologie. Comme je peux vraiment bien gérer tout ça. Puis les affaires plus complexes, là, c'est là que j'étudie présentement pour mon Collège Royal. Fait que là, j'étudie pour ça. Mais puis c'est encore normal d'apprendre. Je suis encore résident. Je suis pas patron. C'est normal que j'apprenne encore des affaires de même puis que je demande encore des conseils là-dessus. Maintenant, fait que c'est pas une marche qui est si difficile en junior puis senior parce que ça se fait naturellement, je dirais. Puis c'est fou comment... Tu sais, c'est pas long la résidence, puis t'as le goût de redonner. Le gros job d'un senior, c'est de s'assurer que les juniors apprennent bien, entre autres, puis gérer les services, souvent aussi. Fait que beaucoup d'organisationnel, puis d'un peu d'apprendre le bread and butter, c'est ça, puis de gérer des situations un peu plus complexes. Mais les résidences sont toujours bien faites pour ça. Mais la marche de externe à R1 pour revenir à ton affaire, c'est une bonne marche. Puis il faut être indulgent envers soi-même parce que c'est pas facile. Ouais. Puis maintenant, juste terminer sur ça, là, Olivier, est-ce que tu pourrais me donner, mettons, les conseils que toi, t'aurais aimé savoir en rentrant? Je sais pas si tu pourrais te remettre dans la peau de toi qui rentrait à la résidence là, dans une semaine, là, les conseils que t'aurais aimé savoir de résidence senior en quelques mots. Ouais. Je pense que je reviens sur être indulgent avec toi-même, mais c'est surtout aussi d'être patient et que c'est normal que tu saches pas tout. Fait que je reviens encore sur un peu mes mêmes réponses, mais hey, tu commences là. Fait que demande de l'aide, sois bien entouré. Si tu fais une erreur, c'est normal de faire des erreurs aussi. On peut tous en faire des erreurs. Puis surtout, sois ouvert. Tu sais, on dit à l'externat, reste ouvert à aimer une autre spécialité, même si tu as quelque chose dans ta tête.
Ben, à la résidence, c'est plus reste ouvert à choisir une autre spécialité. Tu as choisi, t'es avec. C'est reste ouvert à apprendre, surtout R1, parce que c'est le cas de la majorité des spécialités, comme on s'est dit, à apprendre toutes les spécialités des stages ectopiques pour être capable d'amener ça à R2, R3, puis faire comme, hey oui, mon R1 m'ont beaucoup servi, j'ai vu telle situation en cardio, voici comment elle gère, j'ai vu telle situation dans tel stage. Puis donc, d'être ouvert à aller chercher toutes ces informations-là, puis c'est des stages qui sont utiles et pertinents, c'est pourquoi on les fait. Fait que je pense que c'est dans la continuité encore de apprends, t'es pas supposé tout savoir. Reste, t'es encore apprenant, apprends. Merci Olivier pour ces merveilleux conseils. En gros, c'est de ne pas se mettre trop de pression, de comprendre qu'on est là pour apprendre, d'aussi de ne pas avoir peur là, de me demander de l'aide si on en a besoin. J'espère que vous avez tous autant aimé que moi les conseils d'Olivier. Si oui, je vous encourage vivement à liker, commenter et partager l'épisode et le podcast avec vos collègues. Merci tout le monde. C'était Karen Driade, le podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Bye bye.